Nouvelle séquence d'histoire, la séquence 3 du programme de la classe de 4e, intitulée Les temps forts et les enjeux de la Révolution française. Nous allons étudier à peu près un quart de siècle d'histoire particulièrement mouvementée de notre histoire nationale, en essayant de dégager quelques temps forts seulement, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les étudier, et quelques enjeux majeurs de la Révolution française. Et nous allons nous demander quels sont les chemins qui s'offrent à la Révolution française de 1789 à 1815, parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'était pas écrit d'avance que la Révolution allait déboucher sur l'exécution du roi Louis XVI. On tâchera de voir ensemble que le roi et la Révolution ont failli cohabiter, ont tenté de cohabiter ensemble, de coexister ensemble. Ça sera aussi l'occasion de croiser des personnages majeurs de notre histoire, comme le personnage de droite sur la diapo, qui s'appellera d'abord Napoléon Bonaparte avant de devenir Napoléon Ier. Et je vous expliquerai pourquoi il a deux noms différents dans l'histoire de France. Alors le menu de la séquence est le suivant, on ne change pas la recette. Donc on va commencer par dresser une carte, la carte de la Révolution en 1793. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi cette date-là en particulier. Puis la frise chronologique, quelques repères clés, quelques dates clés absolument indispensables à maîtriser pour comprendre cette époque. Puis l'histoire des arts avec un tableau clé de cette époque majeure, un tableau très célèbre, je vous en dirai plus le moment venu. Et ensuite 4 dossiers qui donneront lieu à un travail de groupe. 4 dossiers qui correspondent à 4 des enjeux majeurs, selon moi, de la Révolution. La quête de l'égalité entre les Français, la Révolution et la monarchie, la Révolution entre violence et terreur, c'est-à-dire qu'on essaiera de comprendre pourquoi la Révolution a-t-elle rimé avec la guillotine, avec les flots de sang de la terreur. On tâchera de voir pourquoi. Est-ce que c'était évitable ou pas? Et enfin, parce que c'est aussi un des fils conducteurs de la période, quelle a été la place de la religion et en particulier de l'Église catholique dans la Révolution. Grand A, 1793, la Révolution française en grand danger de mort. Et avec la carte que nous allons bâtir, nous allons tâcher de nous interroger sur les menaces qui pèsent sur la survie de la Révolution et de la toute jeune Première République au cours de cette décisive année 1793. 1793, la Révolution française entre dans sa 5e année. Et là, les choses viennent de s'emballer. Parce que quelques mois auparavant, en septembre 1792, pour être précis, la Révolution a basculé dans un point de non-retour, c'est-à-dire qu'après septembre 1792, on ne pourra plus revenir en arrière, parce que la Révolution s'est débarrassée du roi, d'abord en proclamant la République, qu'on appelle la République toute seule, mais comme il y en a eu plusieurs après, eh bien pour l'identifier, on a fini par la numéroter, donc ça sera la Première République, avec ses couleurs tricolores, qui, comme vous pouvez l'apercevoir sur la vignette du haut, ne sont pas encore fixées, c'est-à-dire qu'on sait que le drapeau comporte du bleu, du blanc, du rouge. On verra la signification le moment venu. Mais comme vous pouvez le voir, on ne sait pas encore dans quel ordre, si c'est horizontal, vertical, mais c'est quand même pas le drapeau des Pays-Bas ou du Luxembourg ou de la Russie, c'est bien notre drapeau tricolore que vous avez sous les yeux. Cette république qui a comme devise liberté, égalité, fraternité,
comme l'actuelle, la 5e République sous laquelle nous vivons, vous me direz. Oui, sauf que la vraie devise de la République, en cette année 1793, c'est liberté, égalité, fraternité ou la mort. Parce que la République est engagée dans un duel à mort contre les menaces qui la serrent de très très près au cours de cette année dramatique qui voit le 21 janvier 1793 la République exécuter l'ex-roi Louis XVI qui est guillotiné à Paris, et l'on voit sur l'image du bas le bourreau de la République montrer la tête ensanglantée du roi pour montrer que Capet, c'est-à-dire l'ex-Louis XVI, est bel et bien mort et que c'en est fini de la monarchie. Et justement, l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793 va être la cause de la première menace, peut-être la plus dangereuse, la menace étrangère, la menace extérieure, la menace européenne. Je disais tout à l'heure qu'en 1793, c'est l'année où la Révolution atteint un point de non-retour. Eh bien oui, une fois qu'on a guillotiné le roi, on ne peut plus changer d'avis, on ne peut plus lui recoller la tête sur les épaules. Et justement, la mort du roi provoque l'entrée en guerre de toute l'Europe, en particulier de l'Europe des monarchies absolues, contre cette république qui a osé renverser le roi et qui constitue le très mauvais exemple à ne surtout pas suivre. Et l'empereur d'Autriche, par exemple, est soucieux de voir son peuple ne pas suivre l'exemple français, donc il est urgent de détruire la Révolution française, et c'est pour cela que les Européens vont faire la guerre à la France républicaine. La première menace qui pèse donc sur cette France républicaine ou révolutionnaire, puisque ça veut dire la même chose, est constituée par les armées autrichiennes, prussiennes en particulier, mais aussi espagnoles, sardes, c'est-à-dire italiennes du royaume de Sardaigne, c'est-à-dire tous les voisins de la France, qui s'associent dans une alliance militaire, un peu comme une meute de loups contre un seul et même adversaire, et quand on s'allie à plusieurs contre un seul ennemi, on parle de coalition, c'est ce qui est écrit dans la légende. Une coalition est formée d'alliés qu'on appelle les coalisés, à commencer donc par les Prussiens et les Autrichiens, qui attaquent tous en même temps sur leurs frontières respectives, depuis le royaume d'Espagne jusqu'au Saint-Empire en passant par le royaume de Sardaigne, et qui attaquent tous la France républicaine révolutionnaire. Et là, c'est une coalition continentale, ou si vous préférez, terrestre. Ce sont des armées terrestres qui cherchent à envahir la France. À cette menace terrestre s'ajoute, et c'est peut-être encore plus dangereux, la menace navale, la menace maritime, en particulier formée par la Hollande et aussi par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, qui vont attaquer la France sur ses façades littorales. Alors on peut s'étonner que ces deux pays qui sont des monarchies constitutionnelles, qui ne sont donc pas des monarchies absolues, on peut s'étonner que ces monarchies n'aient pas la moindre sympathie pour la France républicaine. Mais la raison, c'est que les Anglais d'abord cherchent sans doute à se venger
de l'aide française apportée aux Américains pendant la guerre d'indépendance américaine, hein, qui s'est achevée en 1783, donc c'est pas si vieux. Et puis surtout, Anglais et Hollandais voient dans cette guerre l'occasion de ruiner définitivement un concurrent commercial, économique. En ce qui concerne la légende de la carte, on ne rajoute rien, hein, puisqu'il s'agit toujours des offensives des États européens de la première coalition. Simplement, ce petit éclairage nous permet de mieux comprendre pourquoi il y a une flèche à hauteur de Nantes, une flèche rouge anglaise, et pourquoi également les Anglais menacent et s'emparent du premier port militaire français sur la Méditerranée, c'est-à-dire le port de Toulon. Comme si la situation n'était pas suffisamment compliquée, voire désespérée, c'est-à-dire être obligé de se battre sur toutes ses façades littorales et sur quasiment toutes ses frontières, la France révolutionnaire, la France républicaine va également devoir affronter un premier ennemi intérieur, une première menace intérieure, c'est-à-dire que la France va basculer dans la guerre civile. Des Français vont faire la guerre à d'autres Français. Et ces autres Français sont des Vendéens, c'est-à-dire des habitants de la Vendée, le sud du pays de Nantes, le sud de la Loire, ce département célèbre aujourd'hui pour la course du Vendée Globe, hein, mais qui porte aussi bien son nom parce que c'est un territoire littoral battu par les vents. On va le mettre sur la carte juste après cette diapo. Et là, les Vendéens, et on verra pourquoi le moment venu, vont se soulever contre la Révolution, la République, et les paysans vont s'armer de ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire de leurs faux. Hein. On voit sur l'image de gauche une faux dégoulinante du sang d'un soldat républicain qui a été tué certainement au combat. Et ces paysans vendéens vont se trouver comme chefs les nobles locaux qui arborent fièrement la cocarde blanche à leur chapeau. On voit que ce personnage de droite porte aussi une écharpe blanche. Bref, le blanc est à la mode. On aperçoit une cocarde blanche sur le chapeau du paysan, hein, le personnage de gauche. Et on aperçoit au milieu de la diapo le détail de la cocarde blanche qui laisse apparaître un sacré cœur, hein, c'est le cœur du Christ, sur fond blanc, avec la devise des Vendéens, Dieu et le roi. Et la Vendée qui se soulève, c'est donc encore une fois au sud de la Loire, hein, c'est la tache en violette, à partir de mars 1793, rajoute une menace sur le port de Saint-Nazaire, sur le port de Nantes, puisque si jamais les Anglais s'alliaient avec les Vendéens, c'est ce qui se passera d'ailleurs, Nantes est plus que jamais menacée, et le scénario catastrophe serait que la ville tombe aux mains des Vendéens ou des Anglais, et que les Anglais ne débarquent des troupes cette fois-ci terrestre, qui pourrait envahir le pays. Donc là, c'est une menace gravissime qui s'ajoute à celle de la coalition européenne. Et comme si ça ne suffisait toujours pas, la France révolutionnaire, la France républicaine va affronter une deuxième guerre civile, et oui, deux pour le prix d'une, puisqu'en juin 1793 va éclater la révolte fédéraliste. Sur l'image que vous voyez, nous voyons le peuple en armes, le peuple de Paris, le peuple de ceux que l'on appelle les sans-culottes,
parce qu'ils ne portent pas la culotte des nobles, mais le pantalon des hommes du peuple. Et ces sans-culottes qui arborent fièrement le drapeau tricolore, hein, qui, comme vous pouvez le voir, n'est toujours pas d'ailleurs dans le bon sens, eh bien, ces hommes du peuple sont en train de réaliser un coup d'État. Nous sommes le 2 juin 1793, toujours cette terrible année 1793, et ce jour-là, le peuple des sans-culottes fait arrêter les chefs du parti girondin qui sortent sous les huées. Hein, on le voit sur l'image, ce sont les personnages en chapeau qui sortent du bâtiment de l'Assemblée nationale. Ils vont être arrêtés parce que le peuple les considère comme des traîtres, eux qui sont pourtant des révolutionnaires, hein, ces Girondins. Alors on les appelle les Girondins parce que leurs chefs sont issus essentiellement de la bourgeoisie marchande et commerçante de Bordeaux, mais ce sont des révolutionnaires modérés, des révolutionnaires qui n'ont pas voulu voter la mort du roi. Donc ça, pour le peuple, c'est déjà un premier tort, et qui surtout sont des gens riches et qui ne veulent pas voter des mesures sociales en faveur des plus pauvres, comme par exemple fixer à un prix plancher le prix du pain, qui flambe à l'époque. Et donc ça rajoute un deuxième motif de colère du peuple contre ces Girondins. Et les Girondins sont donc chassés du pouvoir et remplacés par le parti adverse, des révolutionnaires beaucoup plus durs, beaucoup plus proches du peuple, ceux que l'on appelle les montagnards et dont le principal chef s'appellera Robespierre, que nous croiserons à un autre moment de notre séquence. Ce coup d'État de Paris la sans-culotte, de Paris la montagnarde, est insupportable dans les régions où l'on a voté pour envoyer des députés des Girondins, donc encore une fois des révolutionnaires modérés, c'est-à-dire les régions en vert, comme la Normandie, comme la Bretagne, comme la Gironde, hein, la région autour de Bordeaux, comme le Lyonnais, comme le littoral de la vallée du Rhône, le littoral méditerranéen. Et en fait, cette guerre civile qui s'ajoute à la guerre de Vendée est une guerre finalement qui va voir s'affronter Paris, la capitale, contre la province, et en particulier contre les grandes villes de province, Bordeaux, Lyon, Marseille en particulier, qui vont chercher ces villes et ces régions à s'associer dans une fédération, et c'est pour ça qu'on appellera ces révoltés les fédéralistes. Et alors la situation se complique encore pour la République, qui doit affronter donc une deuxième guerre civile, éparpillée sur l'ensemble de son territoire. Mais ce qui est encore pire, c'est que là, ce ne sont même pas des ennemis de la Révolution que l'on va affronter. On va affronter d'autres révolutionnaires, mais que l'on juge à Paris trop mous, trop modérés, et finalement que l'on assimile à des traîtres. C'est pour dire si la période est particulièrement tendue, dramatique. Face à toutes ces menaces qui sont chacune mortelle pour la République et pour la Révolution, et qui sont d'autant plus mortelles qu'elles s'additionnent et multiplient les fronts sur lesquels combattre, la République, la Révolution n'a d'autre choix que de proclamer en réalité dès juillet 1792, c'est-à-dire bien avant l'exécution du roi, bien avant la révolte vendéenne, bien avant la révolte girondine fédéraliste, de proclamer solennellement la patrie en danger. Il apparaît évident que l'on ne peut pas faire confiance aux armées professionnelles,
dont les généraux monarchistes trahissent la révolution et le pays. Donc il faut faire appel à ce qu'on pourrait appeler l'armée du peuple, l'armée des citoyens. Et donc on va voir des patriotes de toute la France, de Paris, mais aussi de l'ensemble des provinces, qui vont s'enrôler, qui vont souscrire un engagement pour aller se battre et, s'il le faut, mourir pour la République et la Révolution. C'est ce que montre cette gouache des frères Le Sueur sur la diapo. Notez en passage la drôle d'allure du drapeau tricolore, puisque les trois couleurs sont bien présentes, mais elles ne sont pas dans l'ordre d'aujourd'hui. Et en plus, les rayures sont horizontales au lieu d'être verticales, mais ça s'explique par le fait que, en 1792, le drapeau tricolore ne faisait l'objet d'aucune codification, donc on pouvait agencer les couleurs comme on le souhaitait, ce qui n'est plus le cas évidemment aujourd'hui. Environ 200 000 patriotes se sont engagés dans les armées de la République. Alors évidemment, ils n'ont aucune expérience militaire, mais au moins la République a pour elle l'enthousiasme et le nombre, et il lui faudra bien les deux pour se sauver. Et la République va expédier depuis Paris des armées, ce sont les flèches en bleu, des armées qui vont aller combattre toutes les menaces, c'est-à-dire aussi bien les armées européennes aux frontières, que les Vendéens, les paysans blancs vendéens, que les fédéralistes en province. Et donc la France entière devient un gigantesque champ de bataille au cours de cette année 1793. Et contre toute attente, alors qu'on pourrait penser que la République va être noyée sous le nombre, incapable de se battre sur tous les fronts, et bien contre toute attente, c'est la République, c'est la Révolution française qui va l'emporter. Parce que la France a un atout considérable à l'époque, qui a pu passer inaperçu à l'époque, mais en fait qui va expliquer malgré tout ce miracle républicain, ce miracle révolutionnaire, c'est que la France c'est le pays le plus peuplé d'Europe de l'Ouest, et que elle a plus de soldats alignés que ses ennemis. Peut-être sont-ils également plus motivés, peut-être. Toujours est-il que les armées de la République battent les Autrichiens, les Prussiens, et sur ce tableau qui montre la bataille de Jemappes, à la frontière quasiment avec la Belgique d'aujourd'hui, donc on est dans le nord de la France, eh bien les armées de la République repoussent l'envahisseur autrichien, prussien, et c'est même mieux que cela, non seulement les armées européennes sont repoussées, sont chassées de France, mais en plus les armées françaises passent à l'offensive, franchissent à leur tour la frontière et se mettent à envahir les voisins. J'en veux pour preuve les territoires en jaune que vous allez pouvoir colorier maintenant, qui correspondent à quasiment la Belgique d'aujourd'hui. Vous pouvez voir que les armées françaises vont atteindre le Rhin, avant d'ailleurs de se lancer à la conquête des Provinces-Unies, les Hollandais si vous préférez. Et puis les Français vont repousser les Sardes, vont même s'emparer de Nice, et aussi des deux Savoies, qui n'étaient pas françaises avant la Révolution et qui vont être conquises par les armées de la République. Et c'est pour cela que la République, qui lutte pour sa survie, qui n'a pas le droit à l'erreur, parce que l'erreur, l'échec, la défaite, c'est la mort, liberté, égalité, fraternité ou la mort, eh bien la République, la Révolution, va se défendre avec une brutalité à la hauteur des menaces.
Et on voit par exemple sur ce vitrail d'église, qu'on aura l'occasion d'étudier plus en détail le moment venu, eh bien on voit des soldats bleus, à l'uniforme bleu, c'est-à-dire des soldats de la République, des soldats envoyés par la Révolution, par la République, venus de Paris, venus de toute la France, qui vont exterminer, hein, le mot n'est pas faible, la menace vendéenne, qui vont en particulier liquider ces armées blanches, ces armées de paysans vendéens. Et comme vous pouvez le voir, les républicains ne se contentent pas de tuer les hommes, ils tuent les femmes, les enfants, les vieillards sans défense. Et c'est à ce prix que la République va noyer dans le sang la menace vendéenne. Et sur notre carte, cela correspond aux éclats noirs situés de part et d'autre de Nantes, entre Savenay et Cholet, c'est-à-dire deux importantes victoires militaires républicaines qui correspondent d'ailleurs à autant de massacres entre octobre et décembre 1793. La menace fédéraliste, hein, c'est-à-dire ces villes de province qui ont osé se révolter contre Paris la montagnarde, vont subir le même sort, hein, les mêmes violences. Et la ville de Nantes, qui, je vous le rappelle, était à la fois menacée par les Anglais et les Vendéens, a voulu basculer dans le camp des fédéralistes et mal lui en a pris, puisqu'elle sera sévèrement punie, puisque tous les ennemis présumés de la Révolution et de la République, je dis bien présumés parce qu'on ne prendra pas la peine de les juger, seront noyés dans la Loire, puisque la Loire coule à Nantes. La Loire rebaptisée baignoire nationale, si, je vous assure, par Jean-Baptiste Carrier, qui a été envoyé depuis Paris comme représentant en mission, et sa mission elle est simple, sa mission c'est sauvegarder Nantes pour la République et liquider toutes les menaces. Et Jean-Baptiste Carrier utilise la Loire parce qu'il a le souci d'économiser la poudre et les balles. Des milliers de personnes, notamment des bonnes sœurs, des moines, parce que Jean-Baptiste Carrier avait visiblement des comptes à régler avec l'Église, eh bien, sont noyés pendant plusieurs semaines. Donc, vous voyez que l'ultra-violence est présente au cours de cette année 1793. Et sur notre carte, eh bien, ça correspond à cette croix en noir positionnée au-dessus de Nantes et qui correspond donc à ce dramatique épisode des noyades de Nantes de l'hiver autour de novembre 1793 à février 1794. Ces noyades de Nantes qui parachèvent notre carte et qui parachèvent l'année 1793, l'année terrible, l'année de tous les dangers pour la République et la Révolution, mais l'année également du rétablissement. C'est l'année qui a vu la République presque perdue et qui va la voir finalement triomphante de ses ennemis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.